Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Nos prisons débordent, le taux d'enfermement n'a jamais été aussi élevé en Belgique. Plus de 12 000 personnes détenues pour 10 700 places. Pendant 10 jours, du 14 au 24 novembre, les journées nationales de la prison vont tenter de sensibiliser la population aux réalités carcérales, car la manière dont on traite les détenus dit beaucoup de notre société. Cette année, le focus est mis sur la prison Monde Invisible et dans notre émission, aujourd'hui, nous avons décidé de mettre en avant les invisibles parmi les invisibles, deux catégories de détenus dont on parle peu et qui vivent des discriminations particulièrement importantes, les personnes transgenres et les personnes handicapées psychiques ou physiques. Alors, on va diviser notre émission en trois parties. Une première avec vous, Aurore Van Nift et Max Niesel. Déjà, bonjour à tous les deux. Aurore Van Nift, vous êtes chercheuse doctorante à la KU Leuven, financée par le FWO, donc le Fonds pour la recherche scientifique en Flandre. Et vous travaillez sur la prise en charge des personnes transgenres en prison. Et Max Niesel, vous êtes psychologue formateur à l'ASBL Genre Pluriel, qui a créé avec une autre ASBL, ICARE, l'Observatoire des vécus et des réalités des personnes transgenres en prison. Et alors, dans un deuxième temps, on s'intéressera aux personnes handicapées, plutôt psychiques, physiques et psychiques, mais on aura un focus notamment sur l'internement avec vous, Marie Orlin. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez à UNIA, au service politique et monitoring, et plus précisément à la cellule Handicap Convention ONU, et vous avez rédigé un rapport justement sur la question de l'internement. Et puis, la troisième partie, on essaiera de faire des recommandations pour une prison plus inclusive, qui prennent en compte un peu plus les droits de chacun. Aurore Van Nift, une première question peut-être pour commencer. Je l'ai dit, la situation des prisons aujourd'hui en Belgique, elle est mauvaise. On a clairement une surpopulation carcérale qui est particulièrement élevée. Est-ce que, en plus, avec les propositions qui sont sur la table aujourd'hui, dans les notes du futur gouvernement, de ce gouvernement qui est en train de se mettre en place, cette majorité qui est en train de se mettre en place, est-ce que vous craignez que ça s'empire ? Mais hélas, déjà depuis l'année dernière, le gouvernement a décidé d'effectuer les courtes peines. Donc jusque l'année dernière, les peines jusqu'à 3 ans n'étaient pas forcément effectuées, parfois par d'autres moyens. Mais donc on se retrouve en effet avec une surpopulation due au fait qu'il y a un nombre de détenus consents qui continue à augmenter. Et avec les propositions qui actuellement, qui sont notamment d'aller louer des prisons à l'étranger ou d'avoir des prisons dans des conteneurs ou dans des bateaux, justement ça montre qu'on veut augmenter la capacité des prisons et pas tellement réduire la population carcérale. Et donc c'est ça qui est quand même assez inquiétant. Pour l'instant, la tendance reste à l'augmentation. C'est d'ailleurs une tendance qu'on voit aussi au niveau européen. D'accord, donc on continue à augmenter et à faire de nouvelles prisons qu'on continue à remplir sans fermer les autres, en fait. Voilà, tout à fait. On connaît aussi qu'il y a un phénomène d'appel d'air, en fait. Donc dès qu'on crée plus de capacités, on voit aussi que cette capacité est très vite occupée. Et donc le fait de créer plus de capacités ne diminue pas forcément la surpopulation. Alors, je l'ai dit, on va parler aujourd'hui de plusieurs catégories de détenus qu'on oublie souvent. Alors, la première catégorie sont les personnes transgenres qui sont détenues. C'est une petite minorité, mais on doit s'y intéresser justement parce que leurs conditions de détention sont particulièrement discriminantes ou parce que c'est un public particulièrement vulnérable. Tout à fait. Je crois en premier lieu aussi que le fait de s'intéresser à une minorité, on parle en général de 11 ou 12 personnes sur les 12 000 personnes incarcérées, donc une personne transgenre pour 1000 personnes. On peut se dire en effet que c'est une toute petite minorité, pourquoi s'y intéresser? Mais mon travail démontre vraiment que le fait de s'intéresser aux personnes trans démontre à quel point le genre en fait est important dans le milieu carcéral, et donc ça a des effets aussi sur toutes les personnes détenues, pas seulement les personnes trans. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des quartiers ou bien femmes ou bien hommes, et où on se retrouve à définir quels vêtements on peut porter, quels comportements sont attendus de nous, à quels articles de soins on a accès, à quelles activités on peut participer qui sont parfois assez genrées. Et donc on remarque que le genre va en fait vraiment être un principe organisationnel du milieu carcéral. Et puis, n'oublions pas aussi que nous avons une loi pénitentiaire de 2005 qui prône ce qu'on appelle la normalisation. C'est l'idée que les conditions en détention soient le plus similaires possible au monde extérieur pour réduire tous les dommages que nous connaissons à la prison. Et bien sûr, quand on voit ce que vivent les personnes transgenres, et Max Niesel y reviendra tout à l'heure aussi, on peut vraiment se poser la question si on arrive à un standard de dignité de base en fait et de respect des droits humains de ces personnes-là.
Ouais. Alors justement, avant d'arriver peut-être sur le vécu, où est-ce qu'on place aujourd'hui les personnes transgenres en Belgique? Est-ce que ça dépend de leur volonté? Est-ce que c'est elles qui disent, voilà, moi je veux plutôt aller chez les hommes, chez les femmes? Comment ça se passe? Alors là, justement, nous avons depuis l'année dernière des directives qui ont été émises par le SPF Justice et la direction des établissements pénitentiaires qui prônent très clairement le principe d'autodétermination. Ça veut dire qu'en principe, c'est l'identité de genre que la personne prône et ressent intérieurement, qui va valoir en fait pour le placement. Maintenant, ça c'est le principe. Et en fait, il y a un très grand pouvoir discrétionnaire au chef d'établissement, donc au directeur de prison, pour justement placer cette personne en quartier homme ou en quartier femme. Et donc, le chef d'établissement se trouve à faire un exercice d'équilibre très très délicat entre la dignité et le respect de l'identité de genre de la personne trans, mais aussi l'ordre et la sécurité de son établissement pénitentiaire, la sécurité d'autres personnes détenues. Donc c'est vraiment un exercice d'équilibre assez important, mais le principe est quand même très clair. Par contre, il y a d'autres acteurs qui vont aussi venir justement informer ce choix, notamment les juges d'instruction, qui sont les personnes qui vont désigner la première prison où les personnes prévenues, donc en attente de leur procès, vont se retrouver. Et là, il se peut que ce soit une prison qui n'est par exemple que pour les hommes. Et donc une femme trans qui se retrouve dans ce milieu-là, ça peut être très compliqué. Et par après, pour les personnes condamnées, s'il y a une demande de transfèrement d'un établissement pénitentiaire, par exemple, que pour hommes, vers un établissement où il y a aussi un quartier femmes, à ce moment-là, il y a un service de transfèrement spécifique à l'administration pénitentiaire qui peut prendre en charge cette question. Donc question délicate avec plusieurs acteurs, mais néanmoins très importante pour ce qui a été dit, parce que ça a un impact sur le vécu quotidien et les dommages qui peuvent être portés aux personnes trans. Oui, justement, on va en parler de ce vécu quotidien. Max Nizel, vous suivez plusieurs personnes transgenres détenues. Quelles sont vraiment les difficultés principales qu'elles rencontrent au quotidien, j'ai envie de dire? Je dirais que les deux principales, voire les trois principales difficultés que rencontrent les personnes trans, ce sont les discriminations quotidiennes en termes de mégenrage, en termes de non-respect de leur identité de genre. Et un autre aspect, c'est l'accès aux soins de santé dits transspécifiques, comme par exemple l'accès aux traitements hormonaux. Il y a certaines femmes trans principalement qui se voient retirer leurs hormones pour punition. Ça fait partie de la réalité en termes de discrimination. Et l'accès est restreint, étant donné qu'il y a des difficultés, des risques de discrimination. Si, par exemple, la personne trans est incarcérée du côté homme, il y a beaucoup plus de risques de violence et d'agression, aussi bien pour les personnes trans qui se féminisent ou qui se masculinisent. Et donc, la discrétion du directeur ou du chef de la prison est vraiment un équilibre, évidemment, effectivement, parce que on devrait poser la question primordiale de pourquoi on autorise encore, et on trouve ça normal, la violence masculine. Pourquoi est-ce qu'on oriente majoritairement, et effectivement c'est le moins pire, les personnes trans du côté du quartier des femmes, parce qu'il y a beaucoup trop de violence intrinsèque du côté des hommes. Mais alors on ne résout pas, on ne réfléchit pas, on ne se penche pas sur la question de pourquoi on autorise encore la violence masculine. Oui. Alors on disait, c'est vrai que ce qui se passe en fait finalement derrière les barreaux est une illustration de ce qui se passe dans la société, mais c'est vrai que la question de la violence dans les quartiers hommes est assez prégnante et comme vous le dites, vraiment un vrai problème dans ce cas-ci, et dans beaucoup de cas d'ailleurs. Est-ce que du coup les personnes transgenres n'ont pas tendance un peu à s'isoler justement pour éviter de la violence, pour éviter des agressions? Est-ce qu'elles ont tendance à s'isoler? Elles ont tendance à s'isoler de plusieurs manières, soit à ne pas le dire, à ne pas faire leur coming out. Donc si elles sont ou ils sont incarcérés avant une transition, les personnes peuvent prendre la décision de postposer leur transition, ou alors les personnes n'ont plus accès à leur traitement hormonal, par exemple. Donc ça pose un autre souci. Ou si la personne désire commencer, débuter un traitement hormonal en prison, là, c'est vraiment le chemin du combattant. Ouais. Et avec moins de possibilités également d'accès à plusieurs autres services,
aussi bien pour les femmes, d'ailleurs, les femmes cisgenres, l'accès au préau, il y a des personnes transgenres qui refusent le préau par peur d'être molestées. Donc, il y a vraiment un repli sur soi, aussi bien psychique que physique. Oui, et puis c'est vrai qu'on parle d'agression physique, mais quand vous dites le mégenrage, c'est une agression aussi psychologique voilà, qui peut se faire au quotidien. Et c'est institutionnel. Donc le mégenrage est aussi institutionnel, étant donné que, bien, sur quelle position le chef d'établissement va se positionner, voilà, excusez-moi. Est-ce que c'est sur la carte d'identité? Est-ce que c'est sur l'autodétermination? On sait maintenant que l'autodétermination est centrale, mais si on parle par exemple d'un homme transgenre, c'est pas judicieux de l'incarcérer du côté des hommes, parce que c'est vraiment très très dangereux. Oui. Donc voilà, quelle est la solution? Ça. Ouais. Mais on parlera des recommandations, mais je me retourne vers vous, Aurore Van Nift. On vous avait accueilli dans cette même émission il y a 2 ans pour parler plutôt de la place des femmes en prison. Et vous aviez déjà dit un mot sur les personnes transgenres. J'ai réécouté cette émission pour préparer celle-ci et j'ai quand même l'impression qu'il y a des petites évolutions, il y a des choses qui ont changé, il y a peut-être une reconnaissance peut-être de la problématique qui est quand même un peu intégrée. Oui, tout à fait. Donc je crois que les recommandations en sont le premier exemple, mais aussi en effet le cadre associatif comme Genre Pluriel et comme AICARE, exactement, qui vont justement agir en pratique et mettre ces problématiques en lumière et venir en aide aux personnes trans en prison, problème qui jusqu'à présent restait relativement invisible. Donc en effet, il y a cette reconnaissance. Maintenant, le grand problème, par exemple, c'est que ces directives existent, elles ont été diffusées au personnel pénitentiaire. Non seulement elles sont non contraignantes, ça reste des directives, elles ne sont pas forcément suivies. Les personnes trans qui sont placées à un endroit qui ne leur convient pas en fonction de leur identité de genre, les directives ne sont pas une base légale auquel faire recours, par exemple, donc ce n'est pas vraiment une base légale contraignante. Et puis d'autre part, il y a aussi toute la question de la formation du personnel, on en a parlé, il y a le problème de surpopulation, mais en fait, toutes les prisons sont vraiment dans une crise très profonde, vétusté de bâtiments, manque de personnel qualifié, sur plein de plans. Et donc, en fait, la question du respect des droits de base des personnes trans est souvent accessoire à la gestion de crise que le personnel pénitentiaire doit gérer en permanence. Donc, les directives sont un très bon signal et je crois que ça doit être reconnu aussi de la part de l'administration pénitentiaire. Mais la mise en pratique, son implémentation, a quand même vraiment pas mal de problèmes aussi au niveau de la formation du personnel et la gestion du quotidien. Et du coup, comment est-ce que vous, Max Nisol, avec Genre Pluriel, avec AICARE, vous pouvez aider, accompagner ces personnes au quotidien? Enfin, au quotidien, vous n'y allez pas tous les jours, mais je veux dire, et comment est-ce que vous pouvez les accompagner? Alors, il y a deux manières. Donc, l'association AICARE a la possibilité d'aller carrément en cellule, et c'est souvent AICARE qui nous réfère des demandes de première ligne de personnes transgenres qui ont besoin d'informations, qui ont besoin d'endroits pour pouvoir parler. Et puis après, l'information nous arrive et nous allons en prison. Je me rends en prison pour un entretien. Donc c'est ce que je fais à l'extérieur, je le fais relativement d'une manière similaire à l'intérieur de la prison, avec des contraintes malheureusement propres à la prison. Mais j'essaye que la personne trans ait accès à tous ces soins de santé. Parfois, ça prend plusieurs mois, voire plus. Ici, il y a une personne trans qui attend son traitement hormonal depuis plus d'1 an. Et ce n'est pas normal. Oui, c'est ça. Et ça a un impact sur sa vie. Ça, c'est vraiment très concret. Et c'est donner aussi beaucoup d'informations. Les personnes sont souvent peu informées de la réalité et avoir un espace de parole, évidemment. Alors, je propose qu'on passe à la deuxième partie de cette émission. On l'avait dit, donc une première partie sur les personnes transgenres. Autre minorité invisible en prison sont les personnes qui sont porteuses de handicap et peut-être plus particulièrement de handicap psychique. On va s'intéresser à ça avec vous, Marie-Orlin. Donc, je le rappelle, vous travaillez à UNIA, au service politique et monitoring, à la cellule Handicap Convention ONU. Et vous avez notamment publié un rapport il y a quelques mois sur la réinsertion des personnes internées. C'est quoi l'internement, finalement? C'est ma première question un peu large et globale, mais je pense que beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi l'internement. Oui, voilà, tout à fait. Donc, l'internement, c'est une mesure de sûreté
qui va concerner en fait les personnes qui ont commis un crime ou un délit et dont un lien a été établi entre ce fait et la maladie mentale de la personne. Et donc, en fait, l'internement n'a pas une vocation punitive parce que la personne n'est pas responsable de l'acte qu'elle a commis, mais il poursuit un double objectif, à savoir d'une part soigner la personne en vue de sa réinsertion dans la société et d'autre part protéger la société. Il faut savoir que l'internement, il est à durée illimitée. Donc la personne ne sait pas, une fois qu'elle entre dans la mesure, elle ne sait pas quand elle va pouvoir en sortir. Donc ce n'est pas une peine avec une durée précise comme on connaît un détenu de droit commun, on va dire. Voilà, tout à fait. Donc comme les condamnés qui savent qu'à tel moment ils pourront sortir. Et d'autre part, en fait, l'internement, contrairement à ce qu'on peut imaginer, n'est pas toujours privatif de liberté. Il peut avoir lieu sous la forme d'une libération à l'essai, dans un milieu ouvert, par exemple dans un hôpital psychiatrique, etc. Mais quand il est privatif de liberté, la loi prévoit des conditions qui sont vraiment très strictes, très restreintes, où il peut avoir lieu en prison, et c'est l'objet de cette émission. Mais l'intention du législateur est que cette privation de liberté, ce passage en prison, soit le plus court possible. Mais voilà, on assiste dans la société à un phénomène où le nombre de personnes internées augmente considérablement. Et donc, parallèlement, eh bien, les personnes internées en prison augmentent elles aussi. On a atteint un seuil de plus de 1000 personnes internées en prison en 2024. Et pour des... Oui. Alors que ça devrait être normalement une exception. Enfin, en tout cas, il y a vraiment une augmentation. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à baisser ce chiffre? Parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui sortent aussi ou... Alors, les gros obstacles de la sortie des personnes internées en prison, c'est le manque de place à l'extérieur. En fait, parce que ces personnes sont victimes un petit peu d'une double stigmatisation, à la fois liée à la dangerosité qu'elles pourraient présenter et la maladie mentale. Et donc, il n'y a pas de place à l'extérieur. Et donc, ces personnes attendent en prison qu'une place se libère et dans des durées qui excèdent les durées qui étaient prévues par la loi. Oui, c'est vrai que dans votre rapport, vous avez rencontré plus de 90 personnes internées et je trouve que c'est vraiment une richesse de ce rapport parce qu'il y a beaucoup de témoignages. Alors je reprends juste un témoignage d'une personne qui dit « Je trouve que le plus difficile, c'est l'incertitude. J'aurais préféré être condamnée. Là, au moins, tu sais pour combien de temps tu en as, tu peux reprendre ta vie en main. » Donc des gens qui sont un peu bloqués comme ça, bloqués en prison, finalement, sans avoir aucune perspective. Voilà. Alors déjà, ce témoignage révèle à quel point on a pu rencontrer des personnes internées. Dans les annexes, on va rencontrer des personnes qui sont en situation de crise psychiatrique ou qui sont terriblement affectées ou impactées par la médication. Mais tous les témoignages, dont celui que vous venez de citer, témoignent à quel point ces personnes étaient lucides par rapport à leurs conditions de vie, étaient critiques par rapport au système et ont eu une capacité à dépasser leur souffrance individuelle pour porter la voix de tous. Et c'est vrai que cette citation dit à quel point, en fait, l'attente sans perspective de sortie pour la plupart, elle est invivable, elle est insoutenable. Les journées sont en fait ponctuées d'une ou deux sorties au préau quand elles y vont, parce que comme vous le disiez, le préau est menaçant pour ces personnes aussi. Elles sont ponctuées fortement stigmatisées, objet de moquerie parfois aussi. Voilà, exactement, d'intimidation, exactement. Ces journées sont faites de très rares activités qui sont en fait parfois annulées faute de personnel et des activités à la fois thérapeutiques et récréatives mais qui ne font pas sens dans leur trajet de soins et de réinsertion en fait. Et alors, il y a aussi, je reprends une autre citation que vous aviez, qui est reprise dans le rapport, où vous dites, où la personne dit même si vous voulez prendre votre vie en main, vous devez attendre comme un mouton dans une situation qui rend tout le monde fou. On voit aussi qu'il y a peut-être une démobilisation un peu de ces personnes qui, en fait, à l'extérieur, étaient peut-être partantes pour entrer dans un parcours de soins, mais qui, en prison,
arrête, où tout est arrêté en fait. Même leur parcours de soins peut être arrêté. Absolument. Et en fait, le plus clair de leur temps, il se passe en fait en cellule. Il y a très très peu de liens sociaux. Il y a différents profils qui résident dans les annexes. On aura des personnes avec qui cumulent des diagnostics, des personnes avec des déficiences intellectuelles très sévères, des personnes psychopathes avec des psychoses, avec des personnes vieillissantes. Et donc, ce brassage de profils amplifie l'angoisse de ces personnes, donc crée une rupture du lien et démobilise, comme vous le disiez, dans le soin parce qu'elles sont en cellule, elles regardent la télé, elles peuvent y fumer. Et toute la difficulté, en fait, c'est quand ces personnes quittent la prison à un moment donné pour intégrer le secteur hospitalier, c'est de réadhérer à un projet thérapeutique et de répondre à toutes les contraintes et toutes les attentes qui sont beaucoup plus élevées que ce qu'elles ne sont dans le milieu carcéral. Alors on voit en fait que finalement il y a des points communs enfin, dans ces minorités. Est-ce que, alors peut-être juste par rapport aux internements, quelles sont les recommandations que vous amenez, que vous faites par rapport à ça? Alors, j'aurais peut-être 3 recommandations, je dirais, un petit peu plus saillantes que les autres. La première, c'est d'abord d'intégrer un facteur temps, je pense, à l'internement, certainement quand il est privatif de liberté, parce que la personne ne peut pas être privée de sa liberté sans savoir à quel moment elle pourra, à un moment donné, quitter le lieu, sortir. Oui. Surtout qu'elle dépend de places à l'extérieur. En fait, sa sortie de prison est liée à des facteurs qui sont souvent indépendants d'elle et liés à la disponibilité de places extérieures. Donc, il faut intégrer un facteur temps à la mesure. Il faut continuer à augmenter les places à l'extérieur. Et surtout dans des lieux qui ne sont pas institutionnalisants. Et je dirais la troisième recommandation qui est plus d'ordre sociétal, c'est en fait d'arrêter de donner des réponses qui sont individuelles, médicales et sécuritaires à toutes les problématiques de santé mentale pour en fait soigner ce contexte, cet environnement qui a été le terreau du passage à l'acte. Il faut arrêter d'investir dans les prisons en fait, qui coûtent cher à la fois humainement et à la fois financièrement pour réinvestir les moyens dans les droits de l'homme en fait, et garantir un accès à un logement, un accès à une vie digne et décente et un soin qui est pris à temps, à une prise en charge qui a lieu avant le passage à l'acte, une prise en charge disponible et abordable financièrement. J'ai l'impression que par rapport à ce que vous dites là, Max Liesel, Aurore Van Lift, est-ce que, j'imagine que ce qui vient d'être dit va dans le sens aussi de ce que vous défendez, plus de défense des droits humains. Est-ce que par rapport, par exemple, au public spécifique des personnes transgenres, est-ce que vous seriez pour des quartiers spécifiques? On sait que ça existe en France, par exemple, un quartier des personnes transgenres dans les prisons. Est-ce que, Aurore Van Lift, ça vous paraît une bonne solution? Alors tout à fait, ça existe en France, notamment aussi au Royaume-Uni et dans d'autres pays. Là, ce que l'expérience nous apprend, c'est qu'en effet, ça permet de concentrer une prise en charge adapté à ce groupe spécifique, mais ça a plusieurs effets qui peuvent être assez néfastes également. Il faut savoir que ça peut être très stigmatisant, parce qu'automatiquement, dès qu'on se trouve dans ce quartier spécifique, tout le monde sait qu'on est une femme trans, par exemple. Dans le cas de la France, ça peut aussi être très très isolant, car si on n'a qu'un seul quartier dans tout un pays pour ce public très spécifique, on l'a dit, ce sont des tout petits nombres, mais ce n'est pas pour ça qu'ils ne méritent pas de voir leur famille régulièrement, mais si on n'a qu'un quartier dans tout un pays, vous imaginez que ça peut vraiment briser des liens très sociaux, donc il faut être vraiment très très attentif. Je crois que ça a beaucoup plus de sens d'aller dans le sens de ce que Marie-Orlin disait, et d'aller beaucoup plus vers l'inclusion, car on sait qu'il y a énormément de personnes qui se trouvent en situation de vulnérabilité en prison. Prenons les personnes âgées, par exemple, les personnes en situation d'handicap physique aussi, qui ont besoin de certaines infrastructures adaptées. Je crois que ça peut être très stigmatisant de limiter une personne à une caractéristique et de les mettre dans un quartier séparé, au lieu de penser le système. Déjà, comment peut-on éviter que cette personne se retrouve en prison, premièrement? Est-ce que la prise en charge ne serait pas plus adaptée en dehors de la prison? Et si cette personne se retrouve en prison, comment justement créer un climat qui est plus inclusif et plus normal dans le principe de la normalisation, au lieu de commencer à créer encore des quartiers séparés. Donc, attention.
Oui, Max Nisol, effectivement, sur ce côté plus inclusif, vous seriez aussi pour aller vraiment à une prison plus inclusive? Oui, tout à fait. Et on a vraiment des craintes par rapport à des quartiers spécifiques, parce que c'est vraiment une stigmatisation, voire une double, une triple stigmatisation. Et justement, par rapport à des quartiers dédiés pour les personnes trans, par exemple à Fleury, pour ne pas la citer, si une personne trans doit sortir de son quartier, tout s'arrête. Et donc, voilà, il y a aussi... Il y a la crainte que tout à coup, il y ait une agression. Toutes les portes se ferment, enfin, c'est vraiment une catastrophe. Et donc, moins facilement accès aux soins de santé, moins facilement accès à des loisirs ou à des soins spécifiques, parce que petit nombre. Donc, voilà. Donc, je crois qu'il faut repenser. Et puis peut-être un risque aussi de faire un focus sur cette caractéristique, oui. Parce que effectivement, les personnes qui sont transgenres peuvent rencontrer bien d'autres problèmes qui ne sont pas liés à leur identité de genre. Est-ce que du coup, on stigmatise un peu aussi? Exactement. Enfin, comme je dis assez souvent aux personnes, surtout en début de transition, notre job, c'est pas d'être trans. Voilà, notre identité est multiple, notre identité et notre réalité humaine, elle touche à plein d'autres choses. Et il se fait que les personnes trans ont une identité de genre qui sortent de la norme cisgenre. Mais voilà, après, ouais, y a bien la vie est là. Ouais. Marie-Orlin, Aurore Vanif le précisait juste en 2 mots, mais c'est vrai qu'il y a effectivement les personnes qui ont un handicap physique aussi. Et là, c'est compliqué aussi, des personnes vieillissantes ou qui ont besoin parfois que le co-détenu aide, c'est ça Oui, absolument. Donc, tout d'abord, la plupart des prisons n'ont pas de cellules qui sont adaptées aux personnes à mobilité réduite. Et quand elles en ont, l'ensemble de la prison n'a pas été conçu de façon accessible dans sa globalité. Donc oui, elles circulent dans leurs cellules, mais elles n'ont pas accès aux douches, elles n'ont pas accès à l'emploi, elles n'ont pas accès au préau. Donc ça, c'est une première chose. Et effectivement, dans ce cas-là, ou alors lorsqu'elles ont aussi un handicap sensoriel, elles vont devoir avoir l'aide d'un co-détenu qui n'est pas formé au geste, au handicap, à la manipulation adéquate de ces personnes. Oui, puis très dépendant du coup de cette personne. Voilà, et ça renforce encore leur vulnérabilité parce que ça les met dans des situations de dépendance avec parfois des formes de chantage qui peuvent aller avec. Alors, on arrive à la fin de l'émission. J'avais juste envie de vous donner la parole une dernière fois, Max Nisol, parce que c'était l'occasion pour vous de dire que Genre Pluriel, qui fait beaucoup, qui était vraiment précurseur en matière d'encadrement, d'accompagnement des personnes transgenres, notamment d'ailleurs, personnes intersexes aussi, elle est en difficulté aujourd'hui, elle est en péril. Oui, tout à fait. Nous ne savons pas comment nous allons terminer l'année, puisque certains pouvoirs subsidiants ne nous ont pas répondu pour l'année 2024 et on est à la fin de l'année. Et nous avons 70 000 € en attente et nous ne savons pas comment nous allons terminer le mois de décembre. D'accord, oui, donc un vrai appel aux autorités publiques. Exactement. Aux dons aussi, mais vraiment aux autorités publiques d'abord pour dire prenez vos responsabilités. Exactement. Alors, mais juste pour terminer, vous dire que les Journées nationales de la prison, elles ont donc lieu du 14 au 24 novembre. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site. Il y a plein d'activités, vraiment. Essayez d'y aller. Il y a plein de choses, des expos, des conférences. Donc, vous pouvez trouver tout sur le site internet. Je renvoie aussi vers le site internet de Genre Pluriel qui reprend toutes les activités et notamment votre festival Tous les genres sont dans la culture qui a lieu en ce moment et encore pour quelques semaines. Et puis il y a évidemment, on connaît le travail que vous faites sur toute une série de thématiques, mais notamment sur l'internement. Vous poursuivez d'ailleurs ça avec le Conseil central de surveillance pénitentiaire. Merci beaucoup vraiment à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis et une bonne journée à tous.